Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus. Et je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie de votre patience avant que nous n'ayons pu commencer cela. Bienvenue encore une fois à cette rencontre sur le thème Contester les préjudices numériques liés au genre. Je suis Elvira Toulia et j'utilise le pronom elle et je suis avec la Fondation canadienne des femmes et je vais animer la discussion aujourd'hui avec les militantes de l'égalité genre. Et je tiens à souligner que je travaille sur le territoire granais et c'est à Montréal. Je voudrais reconnaître que le travail de la Fondation et ceux de ses partenaires se fait sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des métiers des Inuits. Nous sommes reconnaissants de nous rencontrer, de vivre et de travailler sur ces territoires, mais nous reconnaissons aussi que la reconnaissance des territoires ne suffit pas. Nous devons poursuivre la vérité, la réconciliation, la décolonisation et l'alliance dans un effort continu pour faire ce qui est juste pour toutes et tous. Si vous ne le savez pas, la Fondation canadienne des femmes est un chef de file dans le mouvement de l'égalité entre le genre au Canada. Grâce au financement, à la recherche, à la défense des intérêts, au partage de connaissances, nous travaillons pour obtenir un changement systémique. À la suite de ce travail, nous avons étudié les répercussions des méfaits numériques sur les femmes et les personnes de sexe différents au Canada. Nous avons également mis au point en cours des lignes pour aider les gens à acquérir les connaissances et les compétences afin de s'engager en toute sécurité dans les espaces numériques. J'entrerai dans les détails plus tard. Mais d'abord, je voulais souligner quelques détails techniques qui peuvent vous aider à suivre nos discussions aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas fait, cliquez sur l'option Interprétation qui se trouve au bas de votre écran et là, vous pouvez sélectionner la chaîne soit en anglais, soit en français. Nous avons avec nous des interprètes qui travaillent pour s'assurer que tous les mots sont entendus. Vous avez aussi le sous-titrage en anglais et en français. Visitez la boîte à clavardage pour les liens. Si vous avez des questions, veuillez les poser dans la boîte de questions et réponses. Nous suivrons la boîte afin de répondre à autant de questions que possible dans les délais impartis. N'hésitez pas à répondre à vos questions en anglais et en français. Si vous avez des problèmes techniques, veuillez les saisir dans la boîte à clavardage. Nous ferons de notre mieux pour les aborder. Aussi, sachez que cette séance sera enregistrée en français et en anglais et sera sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, nous voulons savoir qui est ici avec nous virtuellement. Vous aurez une question de sondage qui va apparaître à votre écran en tout, très bientôt. Veuillez prendre un petit moment afin de répondre à ce sondage anonyme. Alors, voyons, avons-nous cette question sondage à l'écran? Voilà, elle vient d'apparaître. Nous donnerons à chacun quelques secondes afin d'y répondre. Veuillez répondre, s'il vous plaît. Vous verrez que vous pourrez dérouler. Alors, c'est bon pour chacun pour se lever si c'est le cas. Non. Alors, les chiffres changent, on voit ici. Alors, je crois qu'on va te donner encore quelques secondes. C'est afin que nous sachions qui est présent aujourd'hui. Alors, merci. On va arrêter le sondage et afficher les résultats. Ah, très bien. J'espère que vous voyez bien cela. Nous avons plusieurs personnes avec nous aujourd'hui. Parmi les présents, des travailleuses, des organismes communautaires et des services de première ligne, des militants. Alors, nous vous remercions d'être ici avec nous aujourd'hui et nous espérons pouvoir répondre aux inquiétudes que vous avez. Nous voulons aussi nous assurer que nous avons un espace sécuritaire. Veuillez faire attention à vos mots. Nous voulons aussi reconnaître que nous avons des personnes avec nous qui ont de l'expérience vécue. Une mise en contexte quant à la discussion aujourd'hui. La Fondation canadienne des femmes travaille
depuis des décennies pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Nous savons que cela ne se produit pas seulement dans les espaces physiques, mais que c'est le cas en ligne aussi. Au cours des dernières années, nous avons assisté à une augmentation de la haine, des abus, du harcèlement dans les espaces numériques. Nous avons nous avons été témoins de l'augmentation inquiétante des violences sexistes facilitées par la technologie. Notre projet d'un an met l'accent sur les méfaits et aussi cherche à élaborer des ressources pratiques pour aider à gérer cela tout en menant à des changements de système. Nous vivons dans un monde de conflits, d'incertitudes. Nous assistons au recul des droits durement acquis et à la polarisation croissante dans les espaces physiques et numériques. Notre rapport de recherche a récemment publié a confirmé que les méfaits numériques sont répandus. Plus de la moitié des Canadiens subissent des méfaits numériques et plus de 6 femmes sur 10 et les personnes de sexe différent signent des méfaits numériques. Le travail visant à remédier à cela semble plus urgent que jamais. Et ce travail ne peut se faire en vase clos. Tout le monde aujourd'hui a mené des travaux pour aborder des méfaits numériques fondés sur le genre. Et nous avons donc avec nous des membres qui sont des consultants de projet, qui ont travaillé avec la Fondation. Aujourd'hui, nous avons pour but de comparer les notes, de partager les expériences et proposer des solutions collectives. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos panélistes, nous les voyons ici. Ah, nous voulons demander à chacune d'entre elles de se présenter rapidement, nous dire quel est leur organisme et aussi je vais procéder de manière alphabétique. Barbara, bonjour pour cette opportunité. Je souhaite la bienvenue à cette table ronde aujourd'hui. Je suis Dr. Barbara Perley. Je suis à l'Université Ontario Tech à Oshawa. Je suis directrice sur le Centre sur la haine, le biais et l'extrémisme. Je travaille aussi avec la chaire UNESCO des études et je travaille sur ce domaine de haine et de biais. Très bien. Et je vais demander à la personne qui s'occupe des diapositives de pouvoir peut-être enlever ces diapositives pour que nous voyions la personne qui prend la parole. Alicia, bonjour, je m'appelle Wishma, mon prénom est elle et je me joins à vous du territoire des Anishinaabe, des Haudenosaunee, des Wendat et des Mississauga, des Premières Nations. Je porte plusieurs chapeaux et je suis une militante des droits de la personne, une éducatrice communautaire. Et récemment, je travaille comme chercheuse et chargée de campagne pour Amnesty International. Je travaille sur le dossier de violence basée sur le genre. Et Léa, est-ce que si vous pouvez dire à la personne qui s'occupe des diapositives, s'ils peuvent enlever les diapositives pour que nous voyions les personnes qui s'adressent à nous, ce serait bien. Merci. Alors, merci beaucoup de cette présentation, Alishma. Et Jenny suivra. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à ce panel. Aujourd'hui, je m'appelle Jenny Cloutier. Mon pronom est elle. Je suis avec la YWCA à Ottawa. Je suis chargée d'initiatives stratégiques. Je travaille dans le domaine de la violence basée sur le genre et je suis sur le territoire de Toronto. Merci. Rachel, bonjour, je m'appelle Rachel, mon pronom est elle. Je t'ai chargée de recherche pour ce dossier et je suis directrice du projet. Inaudible. Et qui suivra? Et peut-être que là, nous allons donner la parole à la prochaine personne. Et Rihanna qui est partie, c'est Roselle. Bonjour tout le monde.
Je m'appelle Roselle Kim. Je suis avocate au Fonds euh, d'action pour les femmes, la Fondation d'action pour les femmes, avec l'acronyme LIF. Et je suis chargée du dossier de la violence faite aux femmes. Et je suis sur le territoire des Anishinaabe, des Huron-Wendat, des Mississauga, des Credit, des Haudenosaunee, la ville qui s'appelle Toronto. Merci. Merci, Roselle. Suzy. Bonjour tout le monde, je m'appelle Suzette Dunn. Je suis professeure de droit à l'université d'Alhasi, à, à l'école de droit. Ma recherche fonde sur la technologie, la violence basée sur le genre. J'utilise le pronom elle. Je viens du territoire Mi'kmaqui, qui est connu sous le nom de Halifax. Bonjour Viviane, c'est vous qui suivez. Bonjour tout le monde, je m'appelle Viviane Lee, pronom elle, directrice d'éducation et de stratégie au Open Digital Literacy Access Note, connu sous les acronymes ODLON. Je suis basée à Toronto aussi. Merci. Très bien. Et je crois que nous donnerons à Rihanna l'opportunité de se joindre à nous. Ah, je suis de retour, je suis avec vous. Me voyez-vous? Bonjour tout le monde. Je m'appelle Rihanna Wang. Je suis gestionnaire du programme la sécurité numérique à la Fondation des femmes et je suis sur le territoire des Coast-Salish, qui est connu sur Vancouver. Pardon, je travaille à Hébergement Femmes Canada plutôt. Merci beaucoup. Cela fait plaisir de vous voir autour de cette table virtuelle. Je sais que nous avons beaucoup d'enjeux à aborder. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Afin de nous aider à mener cette discussion et pour donner du temps à chaque intervenante, je vais vous poser des questions qui ciblent votre travail. Par la suite, nous aurons l'opportunité aux participantes et participants à poser des questions. Suzy, tu seras la première. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois à cette discussion table ronde. Pour commencer, je voudrais dire que Suzy Dan est directrice par intérim de l'Institut de droit et de la technologie et est professeure adjointe à la faculté de droit Zulich de l'Université d'Alossi. Ses recherches portent sur les intersections de l'égalité à technologie et le droit. Suzy, merci de vous être jointe à cette discussion. Pouvez-vous mettre en contexte les préjudices numériques liés au genre ou à la violence sexiste facilitée par la technologie et en quoi est-ce que cela diffère des méfaits numériques? Alors, quand on pense aux méfaits numériques, il y a toute une gamme de méfaits. Nous avons le harcèlement, le doxing, mais quand on passe réellement aux méfaits, il y a plusieurs manières d'en parler et de la violence numérique. Mais il y a trois facettes qui émanent de tout cela quand on regarde les méfaits basés sur le genre. La première chose que l'on voit, c'est que quand il y a un méfait numérique qui met l'accent sur la personne parce qu'ils sont une femme ou qui viennent d'une minorité du genre, euh, c'est-à-dire, on peut avoir le cas des femmes qui jouent aux jeux vidéo. Si vous êtes une femme qui joue aux jeux vidéo, vous parlez et que l'on entende le son, qu'on sache que vous êtes une femme, vous ferez, euh, vous serez soumise à une violence sexiste et vous vivrez le harcèlement basé sur le genre. Nous avons vu cela dans le cadre des femmes trans qui ont été ciblées par des groupes connus sous le nom de Kiwi Femmes qui cherchent des femmes trans et enclenchent des campagnes de harcèlement contre ces femmes. Nous voyons cela de plus en plus dans le mouvement Nanosphère, qui, avec des personnes telles que Andrew Tate, qui préconisent la violence sexuelle envers les femmes. Et quand on pense à la violence euh, sexo-spécifique, nous voyons qu'il vise les femmes et les personnes de minorité du genre. Quand on regarde en ligne qui est ciblé, on se rend compte que ce sont des personnes qui ont certains sexes.
Vous avez aussi des deepfakes sexuels qui sont diffusés de manière non sexuelle. Il y a une étude d'ailleurs qui nous a dit que 96% de ces deepfakes ne sont pas consensuels et ce sont d'ailleurs des images de femmes. Nous avons vu une augmentation depuis. L'autre catégorie, qui est dans le cadre des méfaits sexospécifiques, c'est le fait que l'impact est très néfaste sur la personne qui l'a subi. Nous avons vu le partage des images. Nous voyons que les hommes et les femmes euh, font état du fait que leur image a été disséminée sans leur consentement. Mais quand on voit les incidences d'un point de vue social, sur les femmes, nous voyons que les femmes font l'objet de harcèlement, de toxiques et de comportements toxiques. Et dans la recherche que je fais depuis quelques années, je mettrai d'ailleurs les liens à vos dispositions, nous avons fait des études dans l'innovation et basées sur les méfaits du harcèlement basé sur le sexe et nous avons vu que les femmes subissent ces méfaits, euh, mais nous avons vu aussi qu'il y a une grande différence quand il s'agit des membres de la communauté LGBTQ, surtout des femmes trans qui connaissent un grand taux de méfaits et qui subissent de plus. Et quand on a une approche intersectionnelle, quand on voit où la personne habite, si la personne est queer, là où la personne se situe, on voit que le méfait est lié à l'identité. Si vous vivez le harcèlement, si vous êtes une femme, ce serait le harcèlement sexuel. Si vous êtes une femme, ce serait le harcèlement raciste, sexiste en plus. Et tout est lié donc à l'identité. Le dernier point que je voudrais souligner et qui est important pour nous en avançant dans ce domaine, c'est la recherche qui est faite autour de la violence numérique. Nous trouvons qu'il est difficile de discerner ce méfait d'autres formes de violence sexospécifique. Cela fait partie du tout de violence, même la violence conjugale. On nous rend compte que la personne qui subit la violence, le harcèlement dans le vrai, dans le monde tangible, se retrouve souvent assujettis aussi à la violence technologique, le suivi de leurs déplacements et autres types de harcèlement. Il est important de souligner l'aspect euh, spécifique de certaines façons de commettre la violence numérique. Il est important de dire que c'est basé sur la violence spécifique. Ben, merci beaucoup. Merci de cette différence pour savoir qui est assujetti à ces violences et surtout savoir que la technologie peut être utilisée pour amplifier les violences. Et, et quand nous voyons la recherche qui a été menée depuis quelques années, d'ailleurs, nous allons parler de cela bientôt. Et d'ailleurs, vous verrez que quand je parlerai du méfait qui est fait, vous verrez que je vais parler du méfait numérique euh, aussi. D'ailleurs, ce serait notre deuxième diapositive. Notre recherche montre que les femmes et les personnes de la diversité du genre sont impactées par les méfaits numériques. Et aussi, Suzy, tel que vous l'avez dit, les personnes les plus ciblées sont les personnes noires racisées, les personnes de LGBTQ, les jeunes de 18 à 25 ans et les personnes en situation de handicap. Et aussi, tel que le rapport CG l'a dit, nous voyons que les gens sont ciblés à cause de leur identité. Il est important de voir à quel point est-ce que ces résultats nous troublent. Et je crois que les diapositives sont à l'écran pour
que nous puissions les partager en anglais et en français. Sachez que vous pouvez décider de voir les diapositives soit en anglais, soit en français. Vous avez l'option de les visionner dans langue de choix. Et il s'agit de continuer à faire la mise à contexte pour continuer la discussion. On peut enlever les diapositives et je vais présenter la prochaine intervenante. Dans ce contexte, je voudrais donner la parole au YWCA à Auckland. Ginny Cloutier, qui s'est présentée, est la directrice principale nationale chargée des partenariats et initiatives stratégiques au YWCA. Tel que vous savez, c'est une organisation de justice qui cherche à outiller les femmes et les personnes de la diversité du genre, hein. Et nous avons Viviane Ling, qui est directrice de l'éducation, de la stratégie au sein du Open Digital Literacy et Access Network, ODLAN. Et ODLAN a pour mission de favoriser des environnements numériques accessibles, inclusifs et équitables. Bienvenue à toutes les deux. D'abord, nous donnons la parole à Jenny. Nous allons enlever voilà, la diapositive pour voir Jenny. Jenny, à vous la parole avant tout. Je sais que le projet Blockade de la YWCA est axé sur la haine en ligne visant les jeunes femmes et les jeunes de 14 à 30 ans. Euh, Ma question à vous, ce serait, qu'avez-vous appris de l'expérience de la recherche afin de créer et d'accroître les connaissances, la résilience et les ressources? Merci beaucoup. Un peu euh, de connaissances quant à notre travail, notre initiative. En 2022, dans le cadre de notre projet Block Hate, et accroître la résilience face au discours haineux en ligne, nous avons décidé de discuter de l'expérience individuelle et collective face à la haine en ligne au Canada avec des solutions centrées sur le genre pour pouvoir contrer la haine numérique et atténuer les méfaits. Quand nous avons fait ce sondage, nous avons appris que les personnes qui étaient dans le sondage, à 80% des femmes et des personnes de la diversité du genre avaient connu la haine au fil des 24 mois passés. Et 24% avaient été ciblés directement. Et tel que Suzy et Elvira ont dit, le sondage visait les personnes qui sont en situation de handicap, les personnes racisées et autochtones. Et on a vu que les personnes de la communauté LGBTQ+, étaient les plus ciblées. Il était important pour nous, dans notre projet, de centrer l'expertise des femmes et des jeunes de la diversité du genre. Ce que nous avons fait à travers un programme euh, d'une année subventionnée était d'appuyer le personnel dans nos YWCA et nous avons travaillé avec eux afin d'aborder ce programme. Ce programme était conçu pour renforcer leurs compétences de leadership et approfondir leurs connaissances de la haine en ligne. C'est une action participatoire et c'était selon leur vécu, le vécu des survivants et jeunes qui ont subi une violence à l'échelle nationale. Alors, leur travail est mené à la publication de notre rapport au mois d'octobre 2022. Alors, notre rapport est disponible en ligne sur notre site web et de mettre les survivants survivantes au centre de cela pour pouvoir lutter contre la laine au Canada. Le rapport, ça met de l'avant ou énumère des solutions significatives pour aider les jeunes pour lutter contre la haine. Alors, c'est vraiment fondé sur la collaboration. Ça a été fait en collaboration avec les jeunes et nous avons souligné certaines recommandations et certaines perspectives de politique émergentes de ces consultations. Et ça a été classé en vertu de quatre thématiques: plaidoirie, imputabilité, soutien et réglementation.
Nous avons pris pendant ce processus que les jeunes est beaucoup plus ouverts d'aborder une solution dans des groupes menés par des pairs qui leur permettaient de créer des espaces qui permettaient pour cet espace fructueux et honnête. Ces espaces promouvoient la confiance. Ils permettent les jeunes d'articuler des stratégies nuancées pour apporter un changement. Une des conclusions les plus importantes est la suivante. C'est comme la perspective des jeunes, comment ils se perçoivent. Les jeunes se voient comme étant pas des récipiendaires passives des méfaits, mais vraiment des agents de champs actifs. Alors, leur participation au réseau numérique permet l'épanouissement de ces lieux. Alors, ils ont vu vraiment le pouvoir qu'ils détenaient. Alors, c'est quelque chose qu'ils pouvaient utiliser pour exiger des espaces numériques beaucoup plus sécuritaires. Pendant ce projet, les jeunes ont exprimé une volonté pour des outils pédagogiques, y compris de la littératie numérique, de la résilience numérique, et je m'en passe. Ils voulaient savoir comment se protéger, protéger leur pays et de pouvoir respecter des normes et d'être vraiment actifs et de pouvoir refaçonner l'environnement numérique avec un soin et un souci. Donc, nous avons développé un projet pilote de formation au sein de 5 provinces et le programme a été conçu en collaboration avec les jeunes, puis ça a été informé par leur perspective et de cette manière, nous avons offert des outils de formation autodirigés. De cette manière, les jeunes pouvaient déterminer leurs propres limites, mais aussi permettre leur propre expérience en ligne. Et même si nous avons l'écosystème numérique imparfait, il y a des manières tangibles qui sont offerts ou à la disponibilité des jeunes pour assurer leur vie privée et leur sécurité. Et lorsqu'on est en train de développer des espaces numériques beaucoup plus sécuritaires, on a besoin de placer les jeunes, leur vécu, les histoires au cœur de nos initiatives parce que ça, c'est vraiment le cœur du travail. Et sur notre site web, vous avez le rapport, mais nous avons du contenu que nous avons développé en conjonction avec les jeunes suite aux conclusions que nous avons tirées du projet. Merci beaucoup. J'adore vraiment cela, Jenny. J'adore comment que justement cette approche fondée sur le jeune était là une pratique exemplaire et ça, c'était vraiment un facteur clé. Ça, s'était reflété vraiment dans les répercussions de vos travaux. Et merci beaucoup pour ce partage. Alors, tel que les éléments résonnent en matière de la recherche que nous avons menée et principalement lorsqu'on est en train d'examiner le travail à travers cette optique intersectionnelle et de s'assurer que les approches et les solutions que nous développons sont reflétées avec cette optique intersectionnelle. Alors, sur ce, j'aimerais céder la parole à Lévide parce que là, on connaît justement que Ouais, nous savons également que la haine et le harcèlement queerphobe et transphobe continuent d'augmenter en ligne et nos recherches ont montré que les incidents de violence transfrontalière ont eu un impact sur l'autonomie et la liberté sexuelle des personnes de LGBTQIA+, plus que tout autre groupe que nous avons interrogé. Et on sait que chez Odlan, vous fournissez des outils, des ressources et des formations pour aider les organisations à développer des compétences techniques et des stratégies pour soutenir les personnes de 2S LGBTQIA+, et les communautés qui méritent l'équité. Pouvez-vous nous faire part de l'impact du travail que vous avez effectué sur le terrain pour atténuer l'impact de la haine en ligne sur les individus et les communautés entières? Merci. Alors, Odlin, c'est une organisation assez jeune, en effet, et ça s'est issu suite à un besoin, une demande, malheureusement, tel que mentionné par mes panélistes, comme ils sont tous des experts, ça devient un élément prévalent lorsqu'on vit en tant que minorité. C'est pas simplement avoir des ressources à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle organisationnelle. Odlin offre un nombre d'outils, de ressources pour les personnes et les individus de SLGBTQIA+, qui offrent accès à la technologie, puis il offre aussi la formation. On s'assure également qu'on est en train de faire de la recherche. On a tous des universitaires à cœur au sein de notre organisation. Donc, nous avons publié des, des rapports conjointement de développement grâce au financement du gouvernement du Canada, par exemple, sur la haine
queerphobes et transphobes. Et le dernier rapport qui a été publié le mois dernier, je serais ravie de vous partager le lien pour pouvoir y accéder. Et ce rapport touche justement, c'est la haine au sein des organisations qui desservent la communauté queer. Alors, on avait justement des 56 individus au sein de l'organisation. 80% en effet avaient reçu ou été la victime de harcèlement et justement que c'est avoir une incidence directe sur le travail. Alors, le type d'harcèlement, de haine en ligne, c'est de pouvoir créer ce bruit et de cette manière, on ne peut pas mener à bien les excellentes initiatives qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir aider la communauté à l'échelle communautaire. Alors ça, c'était vrai. Les organisations ont besoin de faire face à ces harcèlements, les haines, alors des événements ciblés, attaqués, ciblés par exemple, que leurs sites web sont attaqués, d'adopter, de pouvoir attaquer de la chefferie différentes organisations. On a des enjeux d'infrastructure numérique lorsque les organisations sont en train d'être ciblées intentionnellement et que leurs finances et leurs fonds de financement volés et tout leur renseignement stocké sur leur base de données sur le nuage a été supprimé. Ça, ils étaient ciblés. C'est pas quelque chose qui n'est pas répondu. Comme j'ai mentionné, 80% du temps, cela est en train de produire. Alors, Outland, on a mis en place un panoplie de ressources qui sont gratuits, un grand nombre. Il y en a d'autres qui sont personnalisés ou ils sont payants. Alors, c'est de cette manière, on peut outiller les organisations avec l'infrastructure numérique pour pouvoir prévenir et répondre à ces types de menaces, de ces cybernumériques et et de pouvoir adopter justement cette approche qui lutte contre ce type de menaces. Alors, on continue à prendre soin de nos organisations communautaires. J'ai plusieurs ressources que je pourrais vous partager avec vous. Je serais ravie de le faire. Je spécialise davantage justement dans le suivi d'empreintes numériques ou le OSINT. Alors, pouvoir offrir un leadership auprès des organisations. De cette manière, les organisations sont munies des outils nécessaires pour pouvoir se protéger contre une attaque. Et j'espère qu'un jour, ce ne sera pas nécessaire. Ça, c'est vraiment l'objectif. On veut vraiment se retrouver en faillite, ça c'est vraiment l'idée, parce que ça, c'est vraiment une mission qui est une utopie, mais on espère que un jour que toute cette haine et harcèlement queerphobe et transforme n'est plus un problème. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Mais juste à temps qu'on a atteint cet objectif, Outland va continuer à offrir des soutiens, des ressources qui peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins des organisations. Merci beaucoup, Vib. Alors, les réseaux sont super. Alors, j'encourage tous à les visiter. Et tel que vous êtes, lorsqu'on est en train de parler, j'ai parlé de différents éléments que vous avez mentionnés, justement, de pouvoir ancrer le travail dans la recherche, comment on fait, de pouvoir répondre aux besoins des communautés. Et aussi le point de reconnaître l'impact ou les répercussions de la haine sur les communautés ainsi que sur les organisations. Le travail que vous avez fait au sein des organisations résonne avec la recherche en matière de la répercussion de la violence numérique sur le genre, sur tout le secteur. Si on pourrait prendre un pas de recul pour afficher la prochaine diapo qui touche justement sur le secteur de l'égalité de genre. Et comme vous pouvez voir, justement, 80% des organisations de défense des égalités de chances font face à des menaces numériques telles le piratage, le doxing et le harcèlement. Et la plupart, justement, que l'organisation lutte contre la violence fondée sur le genre, mais plus que 80% n'ont pas les ressources nécessaires pour pouvoir s'attaquer aux méfaits numériques. Les organisations sont en train d'être ciblées et comme nous avons entendu de la part de nos panélistes à date, aussi les travailleurs, selon notre enquête, alors 50% de leurs employés, leurs volontaires ont été directement ciblés et cela leur entrave la réalisation de leur mission. Alors cela, c'est pas quelque chose que peut être, c'est pas quelque chose qui peut être,
ignoré. Alors, il y a un besoin pour ressources, puis nous avons entendu de la part de Hotline et de la YWCA. C'est deux organisations qui sont en train de combler ce besoin. Alors, j'aimerais vous remercier à vous et vos organisations pour cela. Mais maintenant, j'aimerais me tourner justement, si vous pouvez enlever la diapo. Maintenant, j'aimerais passer à une autre organisation qui est aussi en train de paver le chemin pour offrir des ressources essentiellement au secteur anti-de LGBTQ+. Je fais référence à Women's Shelters Canada. C'est un centre d'échange d'informations sur les refuges et défense des droits des femmes et des personnes de sexe différents victimes de violences fondées sur le genre. Et nous avons ici Rihanna Wong. Alors, bienvenue, Rihanna. Elle est la directrice du projet de Take Safety Canada, alors la sécurité technologique Canada. Alors, elle aide à combler une manque de connaissances dans son travail avec les refuges, les maisons de transition et d'autres organisations de première ligne qui soutiennent les survivants et survivantes. Rihanna, je pense qu'on sait que la technologie peut être une arme à double tranchant. Ça pourrait être un outil utile pour aider les organisations de lutte contre la violence, mais comme ça, vous l'avez entendu, ça peut être utilisé également pour amplifier la violence fondée sur le genre. Pouvez-vous nous parler de la façon dont votre organisation a abordé la nécessité de soutenir les survivants et survivantes qui subissent des préjudices numériques liés au genre et d'aider les organisations à s'assurer que leur sécurité numérique n'est pas compromise? Merci beaucoup pour m'avoir invité aujourd'hui. Alors, tel que mentionné par les panélistes, la technologie est considérée comme étant un outil fort puissant pour pouvoir soutenir les survivants et survivantes. Et ça permet justement l'accès aux services. Alors, et de cette manière, les gens vont être capables de recueillir les renseignements qu'ils nécessitent. Mais ça peut être utilisé, un outil par les utilisateurs pour pouvoir perturber la violence fondée sur le genre, surtout dans un contexte justement de la violence fondée ou la violence entre les partenaires intimes. Puis au sein de l'organisation, nous avons identifié une lacune dans les outils qui existaient pour pouvoir aider les survivants et survivantes, surtout ceux qui, là, surtout les victimes de la violence fondée sur le genre et entre les partenaires intimes. Alors, on voulait vous leur offrir des outils pour pouvoir naviguer ce tout. Alors, pour comprendre justement la conjoncture actuelle, alors entre 2021 et 2023, notre organisation nous a mené une enquête nationale en matière ou parmi les travailleurs et travailleuses des abris et on a pris de 95 avaient signalé qu'il y avait justement des survivants et survivantes qui étaient attaqués par des événements numériques. Puis les travailleurs et travailleuses nous dit qu'on avait besoin plus de formation et de ressources pour pouvoir répondre de manière efficace lors que le préjudice a été mené par un partenaire existant ou ancien. Comme c'est quelque chose de unique, ça veut dire que les auteurs doivent accès aux outils, à leurs comptes, à leurs appareils, leurs ordinateurs, leurs mots de passe. Alors, il se peut que les survivants doivent de maintenir le contact avec l'auteur. Peut-être c'est parce qu'il y a un partage de la responsabilité parentale. Et, et lorsque cela se produit en isolation, ça peut manifester dans d'autres formes de violence. Alors, on sait que ce type de soutien à ce projet de Tech Safety Canada devait refléter toutes ces couches complexes lors de la planification sécuritaire, lors de la violence entre les partenaires intimes. Alors, on a contacté justement les projets de Tech Safety aux États-Unis. Ça, c'est le réseau pour mettre fin à la violence fondée sur le genre et Westnet en Australie et d'autres partenaires. Et ils sont en train de travailler au sein de leur pays en matière de le mauvais emploi de la technologie et la violence fondée sur le genre. Alors, de cette manière, on est capable de rassembler nos efforts pour pouvoir trouver des solutions à ces types de problématiques et comment on peut lutter contre l'emploi de la technologie par des anciens partenaires. Alors justement, cette collaboration a informé la création de techsafety.ca. Alors ça, c'est le site web qui offre différentes ressources numériques telles que des vidéos. On a aussi une liste de contrôle de sécurité, des feuilles d'information. Il y en a qui ont été préparées par Suzy. Alors Suzy avait pris la parole plus tôt.
Et il y a aussi des autres outils interactifs à votre disposition. Ils ont tous été conçus pour soutenir les survivants, survivantes et les travailleurs et travailleuses de première ligne et de leur offrir avec les renseignements nécessaires. Dans les 18 mois qui ont suivi le lancement de nos ressources numériques, on a été capable d'offrir une fonction virtuelle à plus de 30 000 travailleurs, travailleuses à l'échelle nationale. On continue à accroître le nombre de ressources. Présentement, on est en train de développer de nouvelles ressources pour les travailleurs, travailleuses dans des abris situés dans des régions éloignées au Nordique. Nous avons Nous avons plusieurs différents outils qu'on est en train d'offrir. Alors, tous les différents éléments qu'on est en train de créer est gratuit en français et en anglais sur notre site web de techsafety.ca. Puis l'objectif de notre ressource, c'est de pouvoir s'assurer que les survivants, malgré où ils résident ou malgré leur situation, ils ont les accès à des outils culturellement adoptés que ce soit en ligne ou autre. Et de cette manière, les gens qui le soutiennent ont la formation et les ressources nécessaires pour pouvoir répondre au vécu des survivants et survivantes avec la confiance nécessaire. Merci. Merci beaucoup. Toutes les différentes ressources que tout le monde a partagées à date ont vraiment éclairé notre projet et on en parlera lors de notre discussion aujourd'hui. Si on prend un moment pour offrir une synthèse de ce que nous avons entendu. Nous avons entendu la portée de le préjudice numérique, nous avons entendu les perspectives intersectionnelles et comment les organisations sont en train de combler les lacunes pour répondre aux besoins communautaires. Puis nous avons entendu justement que le secteur des qualités des gens est en train de répondre à cet enjeu de la violence numérique sur le genre. Mais on sait que la cause profonde se trouve quelque part d'autre. Alors, je vais changer la discussion un petit peu, puis on va prendre un petit peu de recul. On sait que la recherche a démontré que justement, que les moteurs en matière de violence numérique sur le genre, c'est vraiment la manque d'imputabilité de la part des usagers et des plateformes technologiques elles-mêmes. Alors, on sait que justement, que cette situation, ce n'est pas quelque chose qui est unique au Canada. Alors, Johnny Savic, alors, c'est une experte à ce sujet. Barbara est un professeur à la faculté de humanité et de sciences sociales à Ontario Tech University, puis elle est aussi la directrice du Centre sur la haine, la violence et l'extrémisme. Alors, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, Barbara. Je sais que vous avez parlé comment justement que la radicalisation et l'extrémisme est quelque chose qui existe au Canada. Alors, justement, comment la radicalisation et le préjudice numérique se chevauchent et quel rôle le Canada joue pour pouvoir perturber justement ces types de récits de haine. Je crois que c'est une partie assez importante de la discussion. C'est un différent contexte à vous offrir ici. C'est intéressant parce que lorsqu'on parle du travail que je suis en train de faire justement sur l'extrémisme de la la gauche, mais on parle spécialement de la race, mais le genre, c'est au cœur de vraiment des différentes idéologies, puis ça vraiment souligne la fondation de cela au sein du mouvement. Lorsque vous parlez justement des mantras qui entendus parmi différents groupes de la droite, c'est justement que c'est les 14 mots, alors on doit sécuriser l'avenir. On doit sécuriser l'existence de la race blanche à l'avenir pour nos enfants. Alors ça, en soi, leur mission, ça c'est vraiment, c'est la base de plusieurs éléments du mouvement. Et ça veut dire que si on veut sécuriser l'avenir de les femmes blanches, on doit contrôler les femmes, on doit contrôler la sexualité des femmes par le biais de la violence, si nécessaire. Ça, c'est quelque chose qui n'est qui est utilisé. Alors, un grand nombre de ces récits peut être retrouvé dans ces espaces numériques, que ça soit de base ou dans d'autres. Et la manière que c'est présenté, ça peut être assez diverse. Alors, ils visent l'identité de genre, en général. Alors, par exemple, il y avait, il y avait cette emphase sur les rôles traditionnels de genre, la place traditionnelle des femmes au sein d'une société, notamment en matière de leur rôle en tant
lectrices, alors, sont très explicites lorsqu'ils utilisent ce genre de libellé. Il y a tout ce monde, justement, de wives, c'est les femmes traditionnelles. Ils font partie, justement, de ce récit, de cette réalité, de vivre cette réalité aussi. Alors, ces femmes qui sont perçus en tant que des traites de race ou de gens qui sont en train de s'impliquer dans des relations interraciales ou qui, par exemple, ils ont choisi de ne pas avoir d'enfants, sont perçus comme étant problématiques. Ils sont ciblés de manière assez directe, non seulement en matière de récit général, mais de manière très personnalisée. Alors, on voit justement une emphase sur la misogynie et la violence misogyniste. Puis c'est exprimé par le biais, le mouvement incel. Pas tous les composants de incel ont de la droite, il y en a qui sont apolitiques, il y en a d'autres qui sont de la gauche. Mais vraiment la base, et telle que mentionnée par Suzy, c'est vraiment cette hostilité misogyniste à l'encontre des femmes à cause de leur incapacité de s'impliquer dans des relations. Alors, ils culpabilisent les femmes pour ces échecs. C'est pas leur propre échec, alors, ou leur propre limitation. Et ça, normalement, c'est lié à l'antiféminisme ou tous les récits antiféministes qu'on peut retrouver au sein du mouvement. Et on peut le trouver justement dans Incel. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit davantage au cours des dernières années. On voit cet essor, justement, la violence et des menaces à l'encontre des femmes politiciens. Alors maintenant, on peut utiliser nos doigts pour compter le nombre qui ont décidé de ne pas aller de l'avant avec leur carrière politique, mais c'est que ce soit des élus, des mairesses. Il y en a alors, ils ont décidé de ne pas se présenter comme candidat parce que ça représente un risque à leur personne, mais aussi les menaces à l'encontre de leur famille, leurs enfants et leur sécurité. Alors, ça, c'est la seule option qu'ils doivent prendre, c'est d'abandonner leur poste. Il y a plusieurs références qui ont été faites en matière surtout de mouvements anti-queer et d'être anti-trans. Alors, on voit tous ces enjeux, justement, Families for Freedom et Moms for Liberty qui est en train que mener ces protestes. Mais aussi, on voit Diagram, des groupes euh, tels que Action Canada, justement, qui est en train de faire ce mélange de l'extrême avec le quotidien. Puis le mouvement canadien, pour répondre à la dernière partie de votre question, ça, c'est le mouvement canadien ou la place du mouvement canadien dans le monde numérique, que ça soit justement dans les éléments plus traditionnels au général et parallèles. Les plateformes les plus terroristes pour Ironmark et Fashion Board, ça c'est l'extrême droite. C'est des Canadiens et Canadiens qui faisaient partie justement de cela. On était les deuxièmes, le troisième qui faisait le plus de publications sur cette plateforme de l'extrême droite. Et c'est quelque chose qu'on continue à voir justement dans toutes les plateformes générales ou connexes. On voit justement cette surreprésentation. Il y en a trop. Il y a vraiment trop d'acteurs canadiens dans ces espaces. Les milliers de comptes canadiens que nous avons identifiés sont responsables, en effet, pour un grand nombre d'activités et d'engagements, entraînent justement dans des milliers de capables de recueillir des partages et des j'aime, etc. À nouveau, justement, ces récits racialisés, anti-trans, anti-féministes, les récits misogynistes est en train d'être partagés de manière assez large, non seulement dans le contexte canadien, mais aussi sur les plateformes internationales. Ça, c'est tout. Il y a tellement d'éléments que vous avez venez de partager. Ça semble tellement débordant et ahurissant lorsque vous êtes en train d'examiner cela. Vous êtes en train de faire un excellent travail pour pouvoir faire la recherche de toutes les tendances et de surveiller qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais aussi d'être une voix et de nommer les enjeux sur les faits qu'on retrouve dans les différentes plateformes et dans les différentes plateformes médiatiques. Et je crois vraiment, c'est l'objectif de pouvoir influencer le développement de politique et d'encourager un petit peu de mouvement en matière de politique.
Alors, j'aimerais attacher qu'est-ce que vous venez de mentionner dans vos propos à quelque chose de beaucoup plus large, la recherche en soi plus large. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui est présent aujourd'hui qui pourrait nous parler un petit peu plus du rôle que la recherche pourrait jouer. Nous avons Rachel Mansell. Elle était la chercheuse principale du rapport du recherche de la Fondation Challenging Gender Digital Harm. Elle est actuellement directrice de la recherche de la politique de Au Prosperity Project, une organisation à but non lucratif qui promeut l'égalité des sexes. Auparavant, Rachel était vice-présidente d'un institut de recherche et de politique qui s'attaquait aux préjugés et à la discrimination au Canada. Alors, Rachel, en 2024, vous avez publié le rapport Understanding Hate in Ontario, Comprendre la haine en Ontario. Comment avez-vous exploité les données de ce rapport en tant que preuve pour la réforme des politiques? Et de manière plus générale, comment la recherche peut-elle être utilisée pour soutenir le changement des systèmes? Merci. Alors, de pouvoir conduire des données, de pouvoir informer les politiciens pour prendre des décisions éclairées, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé très tôt dans ma carrière. Le rapport est très semblable au rapport qui a été publié par la Fondation canadienne des femmes. Alors, c'est d'avoir offert des données agrégées sur un enjeu, sur qui affectaient les populations et qui les impactaient de différentes manières. Lorsque c'était quelque chose de provincial en portée, nous avons impliqué d'autres parties prenantes dans le projet de C 53 sur la loi sur les préjudices numériques parce que notre recherche nous a offert les données nécessaires pour pouvoir comprendre et de pouvoir agir à l'encontre de cet enjeu. La recherche peut être utilisée pour pouvoir apporter un changement parce que toute personne qui s'oppose du changement, que ce soit macro ou micro, ont besoin d'être capables de parler justement de leur retour sur l'investissement. Alors, de cette manière, ils vont pouvoir comprendre l'impact. Alors, ça, c'est vraiment une impérative morale. Alors, il y a cela et toutes les décideurs veulent comprendre cela malgré l'affiliation politique, mais les décideurs sont imputables aux fonds et ressources qu'ils utilisent, comme ça devrait être le cas. Alors, la recherche multiple communautaire permet de bâtir les ponts ou de répondre aux questions. Alors, les données représentées est nécessaire parce ça leur offre une idée de ce qui s'est en train de passer. Alors, par exemple, de comprendre justement qu'est-ce qui se passait en Ontario. Parce que 65% des individus en Ontario ontarienne avaient subi la laine au cours des derniers 3 ans. Alors, les décideurs sont donc mieux capables de pouvoir justifier toute mesure anti-haine parce que c'est quelque chose qu'ils sont capables de démontrer le nombre d'individus qui est impacté et l'étendue de leurs mesures. Et dans ce cas-ci, justement, que les faibles toutes mesures anti-haine pourraient impacter de manière positivement 65 des Ontariens et Ontariennes, c'était une conclusion importante pour pouvoir allouer des ressources pour soutenir le travail. Si on aurait atteint une autre conclusion, disons qu'on avait atteint ou identifié seulement 10 qui avaient subi la haine, mais c'est pour pouvoir comprendre, et ça pourrait changer justement de l'investissement. Et ces données sont très importantes parce que différents groupes ou différentes personnes subissent différentes choses différemment. Alors, si vous n'êtes pas capable de pouvoir faire la distinction des points de nez, pour revenir à les statistiques que j'ai partagées, 65 des Ontariens et Ontariennes ont subi la haine au cours des 3 ans. On a su aussi que les personnes autochtones, les personnes noires sont plus susceptibles de subir la haine et que les Noirs, les Autochtones, les Asiatiques pouvaient se subir la haine en personne. De pouvoir comprendre ces nuances est fort important pour les décideurs. De cette manière, ils étaient capables de comprendre les stratégies nécessaires, mais ils peuvent mettre en place une approche beaucoup plus large pour aider tous et toutes. Je suis très ravie de pouvoir adopter l'approche qui est utilisée par la Fondation canadienne des femmes, parce que lorsque même les conclusions sont toujours en train sont assez frappantes, ça nous aide à nous aider où on doit cibler. De cette manière, on peut vraiment comprendre comment les gens sont affectés par les préjudices numériques, qui a été impacté davantage et qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, ce type de recherche nous permet comment agir, comment intervenir en maintenir le cap ou en le changeant. Mais je crois que c'est prendre un moment de vous parler de qui pourrait bénéficier de cela en comprenant la haine en Ontario et justement de toute l'approche de préjudice numérique pourrait avoir que ce soit la gouvernance, la loi, toute l'organisation ou aussi l'éducation supérieure. Peut-être vous avez remarqué, j'ai parlé justement des décideurs et autres. Mais en comprenant jamais pourquoi vous êtes en train de rendre une décision ou une recommandation de politique, c'est très important en tant que leader. Les renseignements dans ces types de rapports sont pertinents pour les directeurs exécutifs, les PDG, les ministres, les éducateurs, aides les services de police, toute personne qui va interagir avec la population
auquel on parle, parce que justement, ça peut informer la politique à l'interne, la manière dont vous allez plaider pour certaines causes et comment vous présenter dans vos rôles. C'est ainsi que nous apportons des changements au système pour aller au-delà de la gouvernance. Merci, Rachel. En fait, je voulais souligner certains points que vous avez abordés qui m'ont interpellé quand vous parlez. Avant tout, la recherche n'est pas une finalité, ce n'est qu'un début. C'est un point sur lequel nous ferons un levier pour pouvoir aborder toutes les parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans le changement pour que ce rapport sexo-spécifique puisse préparer le chemin pour plusieurs changements requis. Je voudrais ici mettre l'accent sur un domaine spécifique. Bien sûr, beaucoup de personnes regardent du côté de la législation. Nous parlons de changement de système, n'est-ce pas? Et là, nous passerons au changement législatif, changement de nos lois. C'est à la fois une solution et un obstacle à la lutte contre les méfaits numériques. Nous allons demander à notre prochaine intervenante de nous parler de ces deux aspects. Mais dans le cadre des solutions, nos recherches ont trouvé que les Canadiens pensent que la police, les législatures, les décideurs, le gouvernement sont les principaux responsables de l'arrêt des méfaits numériques. Et de plus, 71% des femmes et des personnes ayant un sexe différent estiment que les médias sociaux devraient être traités comme des espaces publics qui nécessitent une protection renforcée. Alors, maintenant, nous avons Roselle Kim du Women's Legal Education Action Fund, connu sous l'acronyme LEAF, qui est une organisation à but non lucratif vouée à la promotion de l'égalité des genres par la réforme du droit d'éducation. Et Roselle est l'avocate principale de l'ID et la responsable du projet sur la violence faite aux femmes et par la technologie. Alors, Roselle, qu'avez-vous fait pour renforcer l'utilisation de la législation existante sur les méfaits numériques? Et qu'est-ce qui est des méfaits spécifiques qui est dans ce cas-ci le doxing, la reproduction non autorisée et quelles sont les dispositions du code criminel? Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité et je remercie aussi tous les panélistes pour ces discussions très éclairées tel que dit notre projet qui aide à faciliter la fin de la violence conjugale ou la violence sexospécifique basée sur la technologie est un euh, projet qui a été fait par un programme de recherche et qui a été écrit par Cynthia Coute, qui est une avocate. Vous pouvez avoir accès à cela en ligne. Nous avons mis les liens sur la boîte à clavardage. Nous avons préconisé 14 recommandations et parmi celles-là, établir le rôle d'un régulateur indépendant qui va aider les survivants à avoir accès à des options juridiques et non juridiques pour que les survivants survivantes puissent avoir des décisions informées quant à ce qui leur convient, qu'il y ait aussi de l'éducation technique sur les violences faites au genre pour le public et les décideurs. Pourquoi est-ce que nous avons préconisé ce rôle de régulateur pour que la réponse juridique soit plus accessible, parce que souvent, elle n'est pas aussi accessible rapidement. Et quand on répond aux méfaits basés sur les outils numériques, nous nous rendons compte que si, par exemple, vous avez une image intime de vous qui a été disséminée sans consentement et que vous voulez retirer de l'espace numérique rapidement, ne peut pas être fait. Et aussi, vous voyez que les acteurs du système juridique ne prennent pas toujours au sérieux la violence basée sur le genre
et ne comprennent pas la cause liée à l'usage de la technologie. Pour répondre à votre question, à savoir s'il y a des solutions juridiques qui, euh, pour ce qui est des personnes qui subissent les méfaits numériques, serait de vous répondre comme une juriste, dire ce n'est pas si facile. C'est-à-dire, la distribution des images intimes ne sont pas forc- sont vues comme étant plutôt un délit sous la loi criminelle. Mais le redressement de ce tort n'est pas facile à accéder. Je vais vous expliquer. Mais en général, vous avez deux voies juridiques desquelles peut se prévaloir un survivant. D'abord, il y a le droit criminel. On va vers les forces de l'ordre et on leur fait état de ce qui a eu lieu. La couronne, qui représente le gouvernement et qui entame la poursuite, euh, sera là pour le cas d'un procès criminel. Maintenant, vous avez la voie civile qui est porter une action en justice pour être dédommagé. Voilà les deux voies qui s'offrent aux survivants et survivantes. Mais en bout de compte, quel est le résultat que l'on vise? Est-ce qu'on veut que la personne qui a commis ce délai aille en prison? Est-ce qu'ils veulent être dédommagés ou est-ce qu'ils veulent simplement retirer le contenu qui leur a fait du tort? Voilà les questions qu'il faut poser pour les survivantes noires, autochtones et de la diversité du genre. Donc, parce que les personnes noires, autochtones et de la diversité du genre et racisée ont souvent fait l'objet de ciblage par le système criminel. Et c'est souvent euh, ces appréhensions qui se présentent à eux. Alors, pour cela, le droit criminel n'est pas forcément une solution pour tous les survivants, toutes les survivantes. Raison pour laquelle nous voyons que les options juridiques et euh, le redressement du tort juridique n'est pas évident. Mais pour en revenir au discours haineux, par exemple, comme exemple, nous voyons qu'il est perçu comme étant un délit, mais sa définition est assez restrictive, c'est-à-dire l'expression doit être extrême pour être perçue comme discours haineux. Ça doit aller au-delà d'être offensant, d'être de mauvais goût. Cela veut dire que plusieurs expressions qui peuvent faire du tort ne sont pas vues comme discours haineux d'un point de vue du droit criminel. Raison pour laquelle nous préconisons un changement de la législation et ce, au-delà du droit criminel. Nous avons vu cela dans le cadre de la distribution non consensuelle d'images intimes afin que les survivants et survivantes puissent demander un retrait immédiat de ces images sans passer par le droit criminel. En Colombie-Britannique, par exemple, nous, les survivants et survivantes peuvent demander un dédommagement. Voilà des exemples que nous voyons comme étant positifs pour ce qui est des réponses juridiques à l'usage de la technologie pour commettre la violence sexo-spécifique. Ah oui, c'est formidable de voir cela. C'est vrai que il est difficile d'avoir accès au redressement juridique et les gens demandent la réforme de la loi. Nous avons la loi pour réduire les méfaits en ligne. C'est une loi, un projet de loi qui a été laissé en suspens après la prorogation du Parlement. Peut-être qu'il y aura un intérêt à porter cela de nouveau à la connaissance des décideurs. Il y a un besoin de réformer le droit tout en sachant que le code criminel
et assez difficile comme voie de redressement à la lumière du code criminel. Il y a d'autres voies, bien entendu. Dans notre rapport, nous avons entendu que 60% des femmes racialisées, des personnes de sexe différents, estiment que l'application de la loi est inefficace pour lutter contre les méfaits numériques. Et dans ce cadre, je voudrais entendre l'intervention de Lishma Kumar, Noël Kokaris, pardon, qui est défenseur des droits humains. Elle est chargée de la campagne des droits de la personne Amnesty International et elle a récemment travaillé sur un projet de recherche sur l'impact de la violence sexiste sur les journalistes, les défenseurs de droits de la personne et des militants et militantes. Alors, pouvez-vous nous parler des pratiques prometteuses que vous avez constatées sur le terrain pour l'utilisation de la législation existante ou peut-être des stratégies communautaires plus efficaces? Merci pour votre question, Elvira. Merci de m'avoir invité à ce panel. Je voudrais faire écho de ce qui a été mentionné par euh, les intervenantes précédentes. Dans mon travail en tant que militante chercheuse et chargée de campagne, nous avons vu que plusieurs militantes, plusieurs personnes racisées et noires ont une méfiance face au système juridique et face aux forces de l'ordre. Nous savons que le Canada a un patrimoine de racisme colonial envers les personnes marginalisées et de la minorité. Et je sais que les gens se trouvent souvent se tournent vers les stratégies communautaires. Peut-être que c'est à travers des liens, des collègues qui les appuient, des mentors, des gens qui les aident à naviguer et éviter les discriminations. Nous voyons aussi des actions collectives qui sont prises par des organismes communautaires. On en a évoqué quelques-unes. Ce sont des protocoles de sécurité, la planification de sécurité avec les membres et les employés, et aussi développer et mettre en application des politiques de diversité, d'inclusion et d'accessibilité, et aussi avoir des principes féministes basés sur le droit de la personne et être spécifique à savoir qui peut adhérer et à quoi est-ce que ressembleraient leurs adhérents en général pour qu'il y ait une sécurité pour les membres et pour créer un espace sécuritaire pour de nouveaux adhérents. D'autres processus ont visé à créer un accès aux services de santé mentale et d'appui juridique. Et ils ont pu établir tout cela à travers des réseaux d'appui existants. Aussi, tel que Vivite l'a mentionné plus tôt, nous avons vu que les organismes de justice euh, pour le genre ont fait l'objet eux-mêmes d'actions néfastes. Et depuis, ils font attention quant à ceux qui partagent sur les médias sociaux. Ils ont entamé d'avoir des profils qui sont plus restreints, limiter l'accès du public et le retrait d'informations sensibles ou personnelles pour éviter justement de faire l'objet de certaines attaques en ligne. Et aussi, certaines instances offrent l'appui pour qu'on puisse aider d'un point de vue mental et psychologique leurs membres à avoir des loges l'accès aux loges autochtones de guérison. Certaines personnes aussi se tournent vers la famille ou vers des amis qui encouragent leurs efforts de plaidoirie. Il y a certaines personnes qui écrivent dans des journaux intimes, etc. Donc, quoique les soins collectifs peuvent aider,
Certaines de ces ressources ont des limites et ne sont pas pérennes. Par exemple, l'aide à la santé mentale n'est pas accessible à tout le monde, surtout des exilés, des défenseurs des droits de la personne qui sont des nouveaux arrivants au Canada. Et certaines personnes doivent porter à bras le corps leurs propres soins et cela rend difficile de faire face aux défis auxquels ils font face. Aussi, j'ai mentionné un outil important qui est basé sur la recherche canadienne. Et nous avons constaté qu'à travers le travail de la Fondation canadienne des femmes, à travers le travail d'Amnesty International, il y a des initiatives. Je voudrais aussi dire que l'organisme Women at the Center a étudié aussi le dossier des personnes racisées face à la violence numérique. Nous savons qu'il est important de changer les normes et les pratiques. Merci beaucoup, Alishna. J'ai entendu beaucoup sur l'éducation requise. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup ont parlé du fait qu'il n'y a pas qu'une seule manière de répondre. Il y a plusieurs réponses et cela dépend de qui on aime, de là où on se trouve. Et cela dépend aussi des ressources qu'on a. Et toutes ces choses ont été vues dans nos recommandations. Et nous avons vu cela dans le rapport. Et ce serait là nos dernières questions avant de passer à la session de questions et de réponses. Alors, si vous nous permettez, alors on va juste partager notre dernière diapo. Alors, la diapo sur donnée. Alors, j'avais fait référence aux les quatre priorités transversales qui fait partie de notre rapport sur la recherche. Et comme vous pouvez voir sur la diapo, il y a un appel pour avoir la responsabilité à l'égard du public pour assurer une collaboration intersectionnelle. Alors, la priorisation des approches santé mentale et sécurité et aussi de pouvoir une approche intersectionnelle, c'est quelque chose qui est attendu, que nécessite une approche ciblée pour les personnes qui sont plus touchées pour cela, qu'il n'y a pas une approche unique pour pouvoir résoudre cela. Et la quatrième priorité, c'est justement le gouvernement, les sociétés des technologies devraient un financement supplémentaire pour pouvoir s'attaquer aux méfaits numériques. Alors, cette question, c'est pour vous tous. Alors, ça va être une ronde assez rapidos. Alors, ça va être difficile parce que même si on sait que toutes les quatre solutions doivent être examinées ou les priorités doivent être traitées, si vous ne... C'est que ce serait quelle votre priorité? Alors, je vais commencer avec Vivienne. Votre dernière, alors, votre priorité clé. Bon, on peut enlever la diapo si vous souhaitez. Alors, je pense que notre priorité clé, c'est vraiment d'offrir les ressources, les outils que les mauvais acteurs ont en ligne pour aider les membres et les organisations, s'assurer qu'il y a un pied égalitaire. On, on voit vraiment un manque d'espoir et de désinformation en matière d'avenue qui sont disponibles aux membres des organisations lorsqu'ils sont attaqués en ligne. La majorité des recommandations, oui, même s'ils sont valides, sont interliées. On est en train de leur demander de pas enlever les commentaires, de s'enlever de les lignes numériques. On leur demande vraiment de faire ce retrait et de ne pas revenir, et de ne pas lutter contre l'enjeu. Alors, notre responsabilité au sein d'une organisation, c'est d'offrir les outils et ressources de cette manière, les gens sont munis avec ce qu'ils savent pour pouvoir exister dans l'espace numérique sans cette crainte ou peur. Parce que ça, c'est vraiment l'enjeu pour nous.
On travaille dans un lieu de peur, puis on a devoir travailler dans un lieu de force. C'est la raison pour laquelle de voir les membres ici en ligne parce qu'on est en train de faire le bon travail. Je pense que notre prochaine étape, c'est vraiment, est-ce que les ordres de police sont en train d'écouter cela? On veut savoir si les décideurs de politique sont en train de mettre à jour notre loi pour contrer le harcèlement numérique, pour refléter les besoins contemporains de notre siècle. Ça, c'est vraiment notre positionnement. C'est pas un positionnement de crainte et de peur. On veut s'assurer que nos membres de nos communautés ont les outils et ressources nécessaires pour exister en ligne dans la paix et la prospérité. Merci beaucoup, Vivienne. J'ai vraiment hâte entendre la part des autres panélistes, mais je suis juste en train de regarder la boîte de clavardage. Alors, on a pris un petit peu de retard et j'allais de poser si les gens pourraient rester encore une dizaine de minutes, mais je pense que certaines personnes, malheureusement, vont devoir abandonner la session à 14 heures pile. Alors, malheureusement, qu'est-ce que je pense qu'on va faire au lieu, si tout le monde est d'accord avec cette approche, y compris toutes les participants? Alors, on va passer directement à la période de questions-réponses. Alors, si tout le monde est d'accord avec cette approche, parce que je sais qu'on est limité en temps, Suzy, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Non, je voulais juste vous indiquer que ça marchait pour moi. Alors, c'est super. J'ai l'aval. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées dans la boîte de clavardage. Alors, la première, je vais les lire à haute voix. Il y en a sont dirigées des personnes spécifiques, mais je vais les lire à haute voix, puis bon, comme nous avons des membres de l'université au présent aujourd'hui, j'aimerais savoir si la recherche qui est menée sur les femmes réfugiées et nouveaux arrivants qui ont subi une violence fondée sur leur genre, notamment les pays affectés par la guerre tels que l'Afghanistan. Alors, les chercheurs et chercheuses dans la salle. Alors, je peux vous permettre, je ne suis pas au courant si cette recherche est en train d'être faite au Canada présentement. Je sais qu'il y a plusieurs études qui ont été faites à cet égard en Australie. Je pense qu'il y a un livre que je vais pouvoir vous partager le lien dans la boîte de clavardage. Alors, ça, c'est un recueil, puis ça examine justement la manière dont les nouveaux arrivants et arrivantes, ceux et celles qui font face à des barrières linguistiques, vivent la violence fondée numérique en ligne, surtout en matière de déportation et leur statut d'émigration. Bien sûr, je pourrais partager le lien dans la boîte de clavardage. Alors maintenant, je vais passer à la prochaine question. Et désolé, je vais passer à travers. Celle-là, c'est vraiment ça va être la super ronde de questions rapidos. Alors, une question. Non. Alors, je suis défendresse d'inclusion pour les personnes vivant avec les handicaps. Alors, dans ma carrière, ma vie, l'aide numérique a été une conséquence attendue. L'harcèlement, les menaces, le doxing, l'intimidation misogynique, l'harcèlement sexuel. J'ai été ciblée au travail, lors de mon travail en tant que volontaire. Dans ma vie personnelle, je suis une survivante de la violence fondée sur le genre ou entre partenaires intimes. Alors, la police, tous les programmes de cybercrime on faut placer le fardeau sur moi pour que je demeure à l'extérieur de la sphère numérique. Alors, de me demander de changer mon numéro, etc. Alors, ça, c'est pas une solution et cela a une incidence sur mon travail et ma sécurité. Alors, est-ce qu'il y a des ressources disponibles? Alors, est-ce que vous avez quelque chose en matière de ressources pour les personnes ou les survivantes résidant dans une région éloignée ou rurale? Je ne sais pas qui pourrait répondre à cette question. Alors, ça, c'est un projet a mis en lumière qu'est-ce que vous venez de partager. Surtout lorsqu'on est en train de recueillir la rétroaction de la part des intervenants de première ligne au sein des abris. C'est quelque chose que nous avons entendu lors des enquêtes nationales que nous avons menées. On sont en train de travailler, de pouvoir mettre de l'avant ou de partager la formation et ressources, surtout pour ceux et celles pour les survivants survivantes résidant dans les régions autochtones éloignées ou nordique, ça devrait être disponible au mois de juin ou juillet de cette année. Puis là, l'idée, c'est vraiment d'offrir plus de formation avec les intervenantes de première ligne parce que c'est vraiment la ressource de première ligne et ils vont être là pour vous donner un coup de main.
Vous pouvez regarder ou visiter notre site web sheltersafe.ca pour trouver un abri proche de votre chez vous. Vous n'avez pas besoin de demeurer près d'un de ces abris pour obtenir l'aide nécessaire. Alors, on vient de partager la ressource dans la boîte de clavardage. Alors, dans la Nouvelle-Écosse et au Manitoba, nous avons des organismes protégés par la loi pour se protéger contre la violence numérique. Il y a aussi les centres pour la protection d'enfants, surtout. Alors, c'est pour lutter contre la distribution non consensuelle d'images intimes. Alors, si vous avez été assujetti à un préjudice, il y a une organisation qui s'appelle Cyberscam, puis notre loi civile dans la Nouvelle-Écosse couvre non seulement les images intimes, mais tout type d'harcèlement et d'agression. Vous pouvez leur donner un coup de fil, puis ils vont être capables de vous mettre en lien à d'autres soutiens disponibles en Nouvelle-Écosse. Alors maintenant, je vais tourner à notre équipe technologique parce que nous avons quelques autres questions qui ont été partagées dans la boîte de clavardage, mais c'est des questions qui portent justement sur les questions suivantes. Est-ce que vous avez d'autres ressources disponibles? Qu'est-ce que je peux faire dans différents types de situations? Alors, je voulais terminer sur la note suivante. C'est vraiment de ramener toutes les idées que nous avons entendues. Un grand nombre des ressources qui ont été partagées ou mentionnées lors de notre panel sont intégrées dans un nouveau cours numérique que nous avons développé au sein de la Fondation Canadienne des femmes. Ça s'appelle Reclaim Digital Space, réclamer l'espace numérique. Puis l'objectif de cet outil, c'est d'offrir tout le monde les compétences et les connaissances pour pouvoir naviguer les espaces numériques de manière sécuritaire. Je crois que ça vaut la peine de partager ces courtes vidéos qui vous présentent notre cours, parce que je crois que ça peut répondre à certaines questions qui ont été posées dans la fonctionnalité des questions-réponses. Est-ce que l'équipe technologique peut lancer la vidéo? Et si quelqu'un peut rester en ligne quelques minutes supplémentaires à la fin, je vais pouvoir croire à ce moment-là. Alors, réclamez vos espaces numériques. Ça, c'est la vidéo. Si vous pouvez la lancer, s'il vous plaît. Nous vivons à une époque où la frontière entre le monde numérique et le monde réel est floue, voire inexistante. Désormais, nous faisons tout en ligne. On travaille, on s'informe, on se divertit et on crée des liens avec les autres. Mais qu'en est-il lorsque notre sécurité est menacée? Les actes et propos haineux en ligne ont de graves répercussions tant dans la vie numérique que dans la vie hors ligne de chaque personne. Certaines peuvent en souffrir plus que d'autres. La recherche de la Fondation canadienne des femmes sur la lutte contre la cyberviolence fondée sur le genre montre que 61% des femmes et des personnes de la diversité de genre au Canada en ont fait l'expérience, contre 53% de la population générale. Il est temps de reprendre votre espace numérique. Ce nouveau cours en ligne de la Fondation canadienne des femmes vous permet d'apprendre, d'agir et de vous mobiliser. Obtenez des recommandations de contenu personnalisé selon vos besoins, que vous soyez une personne ayant subi de la cyberviolence, que vous souteniez des survivants ou survivantes, ou que vous essayez tout simplement de vous informer sur des notions fondamentales. Exercez-vous à répondre à la cyberviolence sur le coup par le biais de scénarios réalistes. Il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Bénéficiez de conseils pratiques que vous pouvez appliquer dès maintenant pour améliorer vos expériences en ligne et votre sécurité numérique en tant qu'individu ou en tant qu'organisme. Inspirez-vous d'histoires vraies et trouvez des moyens de vous impliquer, de vous exprimer et de rester informé. Nous ne pouvons pas laisser la cyberviolence limiter la sécurité, la santé mentale et la capacité des femmes et des personnes de la diversité de genre à s'engager et à interagir en ligne. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui. Merci pour votre participation, votre implication. Et merci simplement pour démontrer votre intérêt et comment que c'est un sujet pertinent pour le travail qu'on est en train de mener, le, le tra- et aussi pour les organisations que vous représentez, et aussi pour vos vies. Alors, si je pourrais vous demander avant de vous déconnecter, vous allez voir qu'il va y avoir une enquête qui va apparaître sur vos écrans. Si vous pouvez prendre un moment pour répondre à l'enquête, on aimerait entendre de votre part. Votre rétroaction est fort importante. Merci beaucoup. Merci à nouveau et je vous souhaite une excellente fin de journée.